Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. La loi de programmation militaire présente à nos yeux d'assez graves insuffisances et je vais les exposer en évoquant la conception du texte, les principes qui le structurent et les manquements à ces principes qu'on peut déceler. D'après le gouvernement, la LPM traduit les orientations de la revue stratégique de sécurité et de défense. Il faut donc revenir à elle. Notons d'abord que son calendrier de travail a été inutilement resserré, à peine 3 mois, dont 2 d'été. Ce ne sont pas des conditions de travail idéales pour une réflexion neuve, ce qu'aurait pourtant exigé notre sujet. De fait, les auteurs se sont surtout concentrés sur des concepts anciens et de vieux réflexes pour parer au plus pressé. Autre conséquence de ce calendrier, limiter à presque rien la consultation des groupes parlementaires. Comme d'habitude avec ce gouvernement, le rôle de l'Assemblée a été lourdement minoré. Le travail d'audition de la Commission ne pourra pas faire illusion. L'attitude du Président de la République a confirmé cette tendance. Sa lettre de mission donnée à Arnaud Danjean excluait d'office la question de la dissuasion, pourtant centrale dans notre stratégie de défense. Du point de vue budgétaire, l'objectif des 2% fixé par l'OTAN était déjà adopté avant la rédaction de la revue stratégique et donc indépendamment de toute réflexion précise sur les besoins et les objectifs de nos armées. De plus, le choix fait par l'exécutif de ne pas laisser le temps aux différentes missions d'information de rendre leurs travaux témoigne encore, une fois, de son peu de considération pour la représentation nationale. Notons enfin que ce texte est une sorte d'omnibus législatif. Son caractère budgétaire est très dénaturé et il n'a manifestement pas fait l'objet d'une relecture aussi attentive que nécessaire. Par exemple, le tableau des reports de charges de l'alinéa 481 qui donne des valeurs exprimées en milliards d'euros quand l'article précise que ces reports seront exprimés en pourcentage. Heureusement, notre brillant rapporteur a noté cette incohérence et a proposé un amendement de correction. Le défaut de conception de la revue stratégique et de la LPM tient en premier lieu à l'absence de bilan stratégique des opérations extérieures. Chacun répète partout que le taux d'engagement des armées ces dernières années a été exceptionnel, mais personne, ou presque, ne s'interroge sur les effets stratégiques et les résultats de cette mobilisation des forces. Ce n'est pourtant pas faire injure à nos soldats que de questionner les choix politiques au nom desquels certains d'entre eux ont perdu la vie. En réalité, c'est bien la moindre des marques du respect dû à leur mémoire. La faiblesse de la revue stratégique, c'est de n'être qu'un catalogue des menaces. Ce catalogue, plutôt exhaustif, mais sans mise en perspective avec les objectifs que la France doit atteindre sur la scène internationale. Par exemple, la LPM est d'une discrétion alarmante quand il s'agit d'affirmer que la paix est l'objectif premier de toute action extérieure de la France. À ce sujet d'ailleurs, certaines dispositions sont inacceptables, même camouflées par la grisaille d'un rapport annexé. C'est par exemple le cas du soutien à l'export d'armement. La hausse des moyens et des effectifs dédiés et l'argumentation extrêmement cynique qui la justifie sont assez scandaleux. Dans ces conditions, les choix qui ont été faits n'en sont pas. On a privilégié la continuité, on s'est arc-bouté sur des fétiches qui nourrissent l'illusion de la puissance. Le premier des fétiches, c'est l'objectif des 2% du PIB lui-même, puisqu'il ne repose que sur les exigences de l'OTAN. Ce gadget de communicants cherche à montrer que la France assume des efforts financiers importants pour assurer sa sécurité en toute indépendance. Elle indique en fait le contraire. La France se plie aux volontés d'une alliance obsolète, mise au service des USA et en particulier de son industrie, à laquelle les États membres finissent invariablement par acheter du matériel sur étagère. Qui plus est, il faut le rappeler à ceux que la fascination pour le capitalisme états-unien obnubile, l'Alliance Atlantique n'est pas un facteur de stabilité pour l'Europe et le monde. C'est un grand fauteur de tension. Son extension continue à l'Est après l'effondrement de l'Union soviétique ne pouvait pas ne pas faire naître en Russie un sentiment d'humiliation et d'encerclement aux conséquences délétères. Quant à la Chine, son accession au sommet de la hiérarchie des puissances rend Washington fébrile. Elle met en danger le leadership États-Unis, essentiellement fondé sur la puissance militaire et la prééminence du dollar. Or, la LPM, dans le droit fil d'une décennie de renoncement, ne questionne même pas le privilège donné à l'OTAN dans le système d'alliance de la France. Elle adopte des inquiétudes et désigne des adversaires qui ne sont pas les nôtres. Prétendre seulement défendre les droits de l'homme en ne parlant que de la Chine et de la Russie, mais ne rien dire de la monarchie d'Arabie Saoudite, du despotisme turc ou encore du colonialisme israélien, c'est mettre la France à la remorque des USA. En l'espèce, nous avons bien tort de lier nos destinées à celles d'une puissance que le déclin rend agressive et que quelques réserves qu'on puisse légitimement avoir sur leur gouvernement refusaient de dialoguer librement avec la Chine et la Russie. Le deuxième fétiche de la LPM est la conséquence paradoxale de cette obstination stratégique à suivre les États-Unis. Il s'agit de la fuite en avant européenne.
L'idée de la coopération européenne pour la défense souffre de 4 problèmes. Tout d'abord, les traités excluent a priori l'idée d'une défense proprement européenne, puisqu'ils sous-traitent cette question à l'OTAN. Ensuite, rappelons qu'une politique de défense suppose la souveraineté d'un peuple. Or, il n'y a pas à l'heure actuelle un peuple européen, mais des peuples européens. Troisièmement, les disparités techniques et les désaccords entre États membres sont tels que la coopération ne peut en réalité qu'être limitée, au risque d'être déséquilibrée et déloyale. Les achats de matériel américain par les plus proches de nos amis européens nous le rappellent régulièrement. Les raisonnements tenus en faveur d'un prétendu approfondissement de la coopération européenne ne tiennent pas. Ils relèvent soit de la méthode Coué, lorsqu'on prétend par exemple relever de 36% la part des programmes d'armement menés en coopération, soit du cynisme lorsqu'on souhaite faire du Fonds européen de défense une manne financière pour l'industrie de défense nationale. En tout état de cause, aveuglement ou cynisme, les conditions ne sont pas réunies pour poursuivre dans cette voie. Le troisième des fétiches de la puissance, c'est la dissuasion nucléaire. Le choix fait par le président et qu'on nous demande de ratifier n'en est pas un. La revue stratégique souligne l'évolution des menaces sur la crédibilité de la dissuasion à moyen terme. Le bouclier antimissile accepté à Chicago en 2012 a affaibli notre dispositif. Les déclarations de Donald Trump au sujet du développement d'armes nucléaires tactiques et les essais russes de missiles hypervéloces, tous ces éléments devraient inciter à une réflexion publique et éventuellement une mise à jour de notre doctrine. Mais encore une fois, le débat est confisqué et c'est le statu quo qui prévaut. Pourtant, ce statu quo va engager la France pour plusieurs dizaines de milliards d'euros, cela a été dit, et pour plusieurs décennies. Le choix de moderniser et de renouveler les deux composantes de la dissuasion, alors qu'il n'y a pas d'urgence réelle à en décider ainsi, éloigne la France des objectifs de désarmement qu'elle défend depuis des années. Cette question de la dissuasion amène à évoquer plus précisément les chiffres et le mythe de la hausse budgétaire. En effet, les dépenses engagées pour le renouvellement de la dissuasion dans les deux composantes va très nettement obérer les hausses de crédit annoncées. Le flou qui demeure à ce sujet oblige à raisonner avec une fourchette de dépenses entre 25 milliards et 37 milliards. Nous aurons le temps de revenir précisément sur ces chiffres au cours de nos débats. Cependant, il est évident que les efforts financiers promis par le gouvernement seront très largement absorbés par la dissuasion. Ils seront également grevés par la hausse de l'enveloppe des OPEX. Réclamée par la Cour des comptes, cette hausse est problématique pour 2 raisons au moins. D'une part, elle postule un taux d'engagement des forces aussi élevé que celui des dernières années, alors que chacun le tient pour exceptionnel. D'autre part, elle met progressivement un terme au principe de financement interministériel auquel nous avions pourtant entendu dire que la majorité, comme le chef d'état-major, était attachée. Il faut ensuite faire remarquer que la hausse budgétaire dont se vante l'exécutif ne rendra effet qu'après la fin du quinquennat, tant au point de vue financier que du point de vue du matériel et des ressources humaines. Chacun aura effectivement remarqué que les hausses promises sont réparties par un tiers des dépenses sur les 2 premiers tiers de la période, 2 tiers sur le dernier tiers de la période. Cette courbe bizarre est en fait la traduction du maintien de la politique d'austérité dans les armées, fixée par les objectifs de la Commission européenne et par la loi de programmation des finances publiques. Enfin, et parce qu'il est impossible à cet instant d'être exhaustif, il faut remarquer un grand absent de ce projet de loi de programmation militaire, le service national universel. Il serait difficile de compter les changements de pied du gouvernement et de la majorité à ce propos. Quoi qu'il en soit, si la position arrêtée pour l'instant par Emmanuel Macron devait être mise en application, c'est-à-dire un service obligatoire de 3 mois pour toute une classe d'âge, alors il est tout à fait impossible que ce dispositif soit neutre pour le budget des armées. Quand bien même au gouvernement mobiliserait les autres ministères éventuellement concernés, comme l'éducation nationale, il est illusoire, voire mensonger, de prétendre mobiliser plusieurs centaines de milliers de jeunes sans que les armées n'assument une dépense substantielle. Finalement, ce sujet aura été emblématique de l'approche des questions de défense par le président de la République, le choix d'une posture régalienne entièrement contredite par les actes. C'est ce dont témoigne également ce projet de loi de programmation militaire. Merci.